Aujourd'hui, on parle de ce que ça demande d'avoir un empire qui ne te dévore pas. Avec Charlotte Apieto, on va aller en profondeur comprendre comment est-ce qu'on peut simplifier quand tout se complexifie, comment est-ce qu'on peut poser des standards non négociables et également, et surtout, arrêter de poursuivre la définition de la réussite qui n'est pas la tienne. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Merci infiniment, bienvenue dans cet épisode d'Empire Minded Identity. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Apieto. Charlotte Apieto, tu es mentor pour entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont envie d'avoir un business à 6 chiffres, qui a envie d'avoir aussi la Dolce Vita. Je sais que c'est un point important que tu mets beaucoup dans ton branding, dans tous les messages que tu portes. Je sais que c'est aussi ce qui m'avait attiré à venir vers toi et à te questionner, à creuser sur cette partie-là aussi de comment est-ce qu'on le crée. J'aime bien dire aussi, et je sais que tu le dis à certains moments, que ça a toujours été ton mojo sur toute ta vie entrepreneuriale. Peut-être qu'on va essayer de voir un petit peu les changements d'identité que tu as peut-être eu avant l'entrepreneuriat qui t'a poussé à vraiment avoir cette idée-là de je veux pas lâcher cette idée de Dolce Vita dans l'entrepreneuriat. Et tu as aussi eu un business avant, un gros business post-ADEME dans lequel tu as généré plusieurs millions, je crois. Dis-moi si je me trompe. Au total, hein, pas par an, je précise. Au total, ouais, tu as raison. Bah, c'est un bon point parce que ça, c'est vrai que quand on compare différents business, beaucoup vont pas donner toujours les mêmes informations. Il y en a qui vont le donner au total, comme toi. Il y en a qui vont le donner et qui vont dire que chaque année, ils arrivent à faire je sais pas moi, 1 million ou multimillion certains. Et puis parfait, pareil sur le multimillion. Que veut dire multimillion? À quel moment? À quel point? Donc, c'est important. Et je pense que sur ça aussi, dans la notion d'Empire Minded, il y a cette notion aussi de clarté et de remettre les choses au centre, l'église au centre du village, comme on dit, expression un peu. Donc oui, post-ADEME que tu as eu, que tu as revendu ensuite. Et aujourd'hui, bien évidemment, mentor, plusieurs offres, différentes offres, des offres en ligne que tu fais aussi. Donc, on rentre dans le vif du sujet sur Empire Minded. Est-ce que déjà, toi, tu te ressens quand on parle d'Empire Minded? Est-ce que c'est quelque chose qui peut dans lequel tu te ressens ou pas du tout, justement? Ah, c'est une bonne question pour commencer. Elle est touchy, cette question, en plus, pour ton positionnement. Hein. Attention, tu commences fort. Alors, ce qui est marrant, c'est que le nom, moi, de empire, je vais le dire à la française, tu vois, mais le côté empire, c'est pas une notion qui me parle aujourd'hui. Au début de mon business, quand je me suis lancée, alors c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de retrouver des carnets. C'est un truc que je fais régulièrement, de retrouver des anciens carnets. Et j'ai retrouvé les carnets du tout début quand j'ai commencé Post-ADEME. Et j'avais une grande vision. Il y avait ce côté, waouh, je vais tout révolutionner. Alors qu'aujourd'hui, je l'ai plus du tout. Tu vois, il y a un côté où je m'en fiche un peu de révolutionner quoi que ce soit. C'est pas, j'ai envie de transmettre mon message, j'ai envie de faire mon truc, tu vois, mais j'ai pas cette notion, cette vision d'empire ou de grosses choses que je veux réaliser en fait. Donc c'est pas forcément un terme que j'ai utilisé et c'est vrai que dans ce que je peux voir autour des empires, souvent il y a un côté assez lourd justement, assez responsabilisant. Tu vois, je vois l'espèce de mastodonte autour de ça et ça c'est un truc qui me parle pas. Mais je pense qu'en fait, ça dépend de la notion qu'on met autour d'empire. Et c'est peut-être aussi une des choses, toi, que tu cherches à amener, c'est que cette notion d'empire, elle soit vue différemment. Tu vas dire, ce serait intéressant de voir comment toi, tu définis le mot empire. Mais c'est sûr que l'empire, c'est pas forcément le truc énormissime, tu vois. Moi, j'imagine l'hydre avec 36 têtes, tu vois. Enfin, vraiment le truc, le mastodonte, qui, moi, me parle pas. Mais tu peux voir ton empire différemment parce que si on prend le empire dans le sens de, c'est un peu mon royaume, tu vois, c'est mon univers. Je fais ce qui me fait kiffer et je dirige mon royaume. Dans ces cas-là, on y est, tu vois. Et ça me parle. Donc, ça dépend de la définition. Et tu vois, c'est assez marrant parce qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu t'avoir dans le podcast et je t'ai demandé, c'est justement parce que j'aime la manière dont toi tu gères ton entre guillemets. Pour ceux qui écoutent le podcast, je fais les guillemets avec les doigts. C'est un empire, mais finalement, d'ailleurs, c'est pas un mot que toi tu mets en avant dans tes contenus ou quoi. Mais pour moi, c'est quand même un empire parce que justement, pour moi, la définition de l'empire, c'est de ne pas avoir que ton business focus. Et de te dire que finalement, c'est quelque chose de plus grand, que tu vas impacter aussi différemment que simplement les personnes qui vont acheter ton offre, par exemple, que tu vas aussi aller peut-être placer de l'argent à d'autres endroits, que simplement te dire, je mets tout dans mon business et chaque petit centime que j'ai, je le mets dans mon business. C'est aussi avoir une vue plus globale de mes loisirs ont aussi un intérêt dans mon business, dans mon économie, dans ma vie, que aussi justement le business, c'est pas le centre de tout ce que tu fais matin, midi, soir, et c'est clairement la Dolce Vita. La Dolce Vita, quand t'en parles, c'est ton business, c'est pas toute ta vie, c'est pas tous tes hobbies, c'est pas tout ce que tu crées. Là où pour moi l'empire, ça englobe davantage de choses et c'est comment est-ce que je perçois mon évolution et le fait de continuer de grandir. C'est
pour ça que j'aime dire l'empire, parce que pour moi, c'est quelque chose de grand. Et quand tu parles de royaume, c'est la même chose, c'est d'aller vers quelque chose de plus grand. Et là, dans toi, ton écosystème, et notamment, moi, je t'ai beaucoup plus suivi après la vente de Postadem. J'avoue que je te connaissais pas avant, mais après la vente de Postadem, cette notion justement de vendre son business, savoir ce que tu vas faire de justement cet argent-là, du temps entre les deux, de comment manager justement, j'ai peut-être de l'immobilier, je vais peut-être faire d'autres choses. Toute cette vision-là de c'est bien plus grand que juste Postadem. Pour moi, c'est ça l'empire. Et c'est du coup se dire que je veux structurer quelque chose de plus grand que simplement un business. Aussi parce qu'un business, ça peut soit tomber. Voilà, si jamais le marché fonctionne plus, ceux qui vendent des produits par exemple aussi, peut-être que ton produit, il y a un autre produit qui va arriver sur le marché qui va faire que ce business-là, il va devoir évoluer et peut-être qu'il évoluera pas dans le sens que toi tu veux, donc tu vas devoir changer de business. Donc les choses peuvent changer beaucoup plus vite dans un business que du coup dans ton empire, puisque du coup la structure est bien plus large. Tu vois, tu peux jouer sur d'autres leviers. Et c'est un peu ça, tu as raison, hein, avec le podcast, avec toute ma boîte aussi, c'est un peu cette vision-là de l'empire un peu lourd. Et je vais créer un empire, donc je vais tout disrupter, et tout va changer. Je vais m'appeler Coco Chanel. Bien évidemment, Bernard Arnault, etc. Tous ces gens-là ont des empires, mais je veux aussi le montrer sur différents axes. Et d'avoir un empire, c'est aussi juste d'être investisseur, avoir ton business, placer de l'argent à certains endroits, investir peut-être sur d'autres business, t'assurer d'investir ou peut-être que dans ton empire, c'est aussi je donne à des associations. Et je prends en sorte de donner à des associations. Et donc, j'ai aimé cette partie-là dans ton parcours et je veux qu'on en parle aussi dans le podcast parce que justement, je veux prouver que être une femme qui a un business, c'est pas seulement avoir son business, mais en fait, ça change toute ton identité, toute la personne que t'es. Et donc, les choix, les décisions que tu vas faire sur tes investissements, sur les personnes qui vont t'entourer, tout ça aura un impact sur la totalité et pas simplement sur ton business. Ouais, complètement. Ok, je comprends très bien. Ouais, c'est clair. Donc merci parce que ça va nous permettre de pouvoir aussi parler de plein de points différents. Que tu parles beaucoup la Dolce Vita, on en revient et j'enlève l'éléphant je parle de l'éléphant dans la place. Évidemment, toutes celles qui écoutent ce podcast, qui te connaissent, veulent en parler. Tu parles de la Dolce Vita et dans la Dolce Vita, moi il y a un point que je trouve très intéressant et qui je pense va même au-delà de la notion de Dolce Vita, c'est toute cette notion de simplifier. Simplifier quelque chose. Quand on parle d'empire, c'est un peu, tu sais, le truc à trois têtes dont tu parles. Quand on parle d'empire, très souvent, on se dit c'est hyper complexe, c'est dur, il y a trop de choses, etc. C'est pas clair. Comment est-ce que toi, justement, tu maintiens cette simplicité-là, parce que ça se voit dans ton quotidien, dans ton business. Comment est-ce que tu maintiens cette simplicité-là? Est-ce que tu as des concepts, des points forts, des non négociables, des standards en tant que personne qui te permettent de maintenir cette simplicité? Oui, il y en a beaucoup. En fait, tu vois, j'ai retrouvé justement ces fameux carnets et je me suis rendu compte que dès le début, j'étais à des moments où justement c'était trop compliqué. Du coup, tout de suite, je voyais mes réflexions parce que j'écrivais plus qu'aujourd'hui d'ailleurs à l'époque. J'ai OK, là, il y a trop de choses. Donc, qu'est-ce que je peux changer, simplifier? Qu'est-ce que je peux éliminer? En fait, j'avais ce réflexe dès le début. Donc, je pense que quand on cherche à simplifier, ça ne veut pas dire que c'est toujours simple en mode ligne droite, il n'y a pas de souci. C'est qu'en fait, il y a des moments où ça va se recomplexifier, que ce soit parce que le marché a changé, parce que parfois tu as quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne plus. Bon, faut changer des choses, donc ça demande du travail, tu vois. Donc ça peut être parce que le marché a changé. Ça peut être parce que l'offre a évolué. Ça peut être parce que toi, t'es plus aligné, tu veux changer des choses. Ça peut être parce que toi, tu t'es lancé dans un projet où tu pensais pas qu'il te prendrait tant de temps. Tu vois, ça peut être beaucoup de choses. Ou ça peut être quelqu'un de ton équipe ou ton équipe avec qui tout roule pendant 6 mois, 1 an, et d'un coup, boum, t'as 3 personnes clés qui partent. En fait, il y a plein d'éléments internes ou externes qui peuvent générer de la complexité. Et donc, l'idée, c'est pas de fuir la complexité, c'est de se dire quand elle se présente, comment est-ce que je fais pour à nouveau simplifier? Parce qu'en fait, quand on laisse les couches de complexité se rajouter et qu'à chaque fois on se dit de toute façon c'est normal parce qu'il faut travailler dur et c'est normal qu'un business soit compliqué, tu rajoutes des couches et tu te retrouves au bout de X temps avec des entrepreneurs qui malheureusement sont au bout du rouleau, sont dégoûtés du business, même si ça peut être lié à d'autres choses, mais sont en burn-out, etc. Donc là, l'idée, c'est plutôt de se dire à chaque fois que je sens que ma limite en termes de charge mentale, de charge horaire, de bien-être, aussi de rentabilité du business, parce qu'un business qui est trop complexe, c'est un business qui est coûteux aussi. Quand je sens que là, on risque d'atteindre la limite et que les choses vont plus, eh bien, je me repose à nouveau la question, ok, où est-ce que je peux simplifier, tu vois? Donc, en fait, c'est une démarche qui est régulière, qui est récurrente. Et moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, d'arriver justement, là, sur la fin d'année, de me dire, hop, là, ça devient trop complexe. Donc, hop, je remets le truc au clair. Je me dis, ok, on enlève quoi? On change quoi? On se focus sur quoi? Parfois, on se trompe dans les choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut se dire, du coup, pour simplifier, je vais éliminer A et je vais focus sur B.
Sauf qu'en fait, c'est un Ouais. mauvais choix stratégique. Ça peut arriver aussi. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs d'être accompagné, d'avoir un regard extérieur, d'avoir soi-même du recul, d'analyser, de faire de notre mieux en tout cas, d'avoir les meilleures conditions pour pouvoir prendre une décision stratégique, mais ça arrive qu'on se trompe et donc on réajuste. Voilà, donc c'est ça en tout cas sur la simplicité que je veux dire. Et après, en termes d'outils et de pratiques, en fait, il y a le niveau, on va dire macro et le niveau micro. Le niveau Mhm. macro, c'est au niveau stratégique, en fait. C'est-à-dire, OK, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, déjà à partir d'un objectif qui a vraiment du sens pour moi et qui est pas justement parce que Mich le concurrent, tu vois, il a un empire comme j'aimerais avoir, je vais chercher à faire pareil. Non, par d'objectifs qui ont vraiment du sens pour nous. Et donc définir Mhm. son propre empire, ça peut en faire partie. Ouais. Et ensuite, à partir de là, eh bien, comment est-ce que je m'y prends dans mon business? Comment est-ce que je vais faire de l'acquisition? Comment est-ce que je vais vendre? Donc quel système de vente je mets en place? Quelles sont les offres ou l'offre au singulier que je mets en place? Donc d'avoir la stratégie d'ensemble la plus simple possible et s'assurer que ce sur quoi on part techniquement, ça rentre dans le nombre d'heures qu'on veut faire, hein, parce que des fois, quand on calcule, on se dit, mais mon truc, en fait, si je vais arriver à faire tout ça, ça ne marche pas. Ça Et marchera ensuite, pas. voilà, ça c'est un peu dommage quand on s'en rend compte une fois qu'on est dedans. Ah oui, en fait, techniquement, ça pouvait pas marcher. Et ensuite, c'est au niveau micro. Micro, c'est Ouais. vraiment les micro-ajustements. Par exemple, je cherche à faire, admettons, évoluer une offre. Tu vois, moi, c'est un sujet qui est en cours en ce moment. Si je veux faire évoluer une offre, en fait, je vais réfléchir au nouveau format que je prévois, surtout dans l'accompagnement. Donc, OK, ce nouveau format. Dans l'idéal, ça ressemble à quoi? OK, mais est-ce que cet idéal, en fait, c'est l'idéal pour les clients, pour moi? Où est-ce que je peux trouver le meilleur match pour que à la fois ça apporte les meilleurs résultats aux clients, que moi, ça me permette d'être dans l'énergie qui me convient, parce que c'est aussi quand qu'on se sent respecté par son business, par ses clients, etc., qu'on donne le meilleur de nous-mêmes aussi, tu vois. Pour moi, c'est vraiment dans les deux sens. Et donc, micro-ajustement du format que je vais choisir pour une offre, de ma façon de faire du contenu, ma façon de faire un lancement, à ma façon de recruter, de manager. En fait, ça, c'est dans les petites choses du quotidien où ça va se jouer aussi. Voilà, donc macro et micro sur les deux plans. Ouais. Dans ce que tu partages, il y a le point de investir sur soi. On le dit très souvent. Tu sais, c'est un peu quelque chose qui revient. Il faut absolument, c'est un peu une injonction quasiment maintenant. Il faut absolument Mm. investir sur soi, etc. Là où je pense que justement, quand on veut créer quelque chose de grand, quand on a une vision grande, d'avoir voilà des objectifs grands. Déjà, rien que quand tu parles des 6 chiffres, c'est quand même un pourcentage beaucoup plus minime d'entrepreneurs qui arrivent à atteindre les 6 chiffres que Ouais. la globalité complète de tous ceux qui se lancent, hein, bien sûr. Euh, Quand on a ces objectifs-là, quelles est pour toi les choses sur lesquelles c'est le plus important d'investir au début? Enfin, au Euh, début, quand tu commences à justement bien fonctionner, avoir de l'argent, ouais. tu commences à avoir de la rentabilité, avoir du bénéfice. Comment est-ce que tu Ouais. gères en fait et comment est-ce que tu investis sur ce bénéfice-là? Ouais, alors effectivement, ça va dépendre des besoins. Mais moi, d'expérience, tu vois, les grands postes de dépenses et d'investissement, ça va être quoi? Ça va être déjà le poste équipe. Parce qu'en fait, Mmh. pour moi, avoir un business Dolce Vita et un business qui tourne, au-delà déjà de 100 K et encore plus après, en étant solo, en fait, à part te cramer, il va pas se passer grand-chose, tu vois? Donc du coup, en plus, c'est pas du tout sécurisé parce que souvent Mmh. les entrepreneurs ont peur de déléguer en se disant: «Si je délègue, du coup, tout ne m'appartient plus, si c'est mal fait, si c'est pas, tu vois, si j'ai pas confiance et machin. Donc, ça me crée de l'insécurité si j'ai une équipe. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que tu es beaucoup plus en insécurité si tu n'as pas d'équipe. Parce que si toi, Ouais. t'es pas dispo, t'es malade, t'as n'importe quel pépin, en fait, tu vas juste pas pouvoir faire ton business. Donc, c'est quand même Non, un non. petit peu dommage. Tu vois, ça a pas vraiment de sens, quoi. Donc, Mmh. moi, c'est clairement la partie équipe parce que sans ça, sur ces niveaux-là, c'est juste pas possible, en fait. Et l'équipe, c'est pas forcément d'avoir une armée de salariés, tu vois. Quand on est, tu vois, dans nos business, moi, j'ai Ouais. toujours eu que des personnes indépendantes. Alors, ça veut pas dire Mmh. d'aller faire du salarié déguisé, certainement pas. Il y a vraiment des conditions à respecter pour que ce soit clean, mais Mmh. c'est complètement faisable. Et tu peux avoir des gens qui vont t'accompagner sur la partie, pour moi, indispensable, c'est la partie admin et technique. Mmh. En fait, ça, c'est vraiment les trucs. Alors, à moins qu'on aime ça, mais en général, quand on est entrepreneur où on a besoin d'avoir du temps sur les offres, la livraison, la créativité, le contenu, le marketing, etc., Ouais. aller gérer la partie technique et la partie administrative qui sont des indispensables en même temps que le reste, pour moi, c'est pas conciliable. Donc bon, en tout cas, c'est de pouvoir déléguer cette partie-là, mais on peut aussi déléguer, des parties du marketing, partie de la livraison avec des coachs dans l'équipe. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais en tout Ouais. cas, le poste, on va dire investissement, dépense, ça dépend comment on voit ça, équipe pour moi, c'est clairement, un des points principaux. Ensuite, alors ça va dépendre de la stratégie marketing, mais si tu es sur, une stratégie où tu cherches à scaler avec des ads, de toute façon, tu vas avoir un investissement qui va être Un majeur budget là-dessus, tu ads, vois? bien sûr. Forcément. En tout cas, en dehors des ads, ça va être même marketing parce que si tu veux pouvoir te développer, tu vas avoir besoin d'investir en marketing sous une forme ou une autre de toute façon. Donc marketing et clairement,
accompagnement, en fait. Accompagnement, formation, parce que moi, c'est des choses dans lesquelles j'ai toujours investi. D'ailleurs, je me suis fait la remarque, pas plus tard qu'hier. On en discutait avec mon conjoint où, en fait, moi-même, j'investis plus là-dedans depuis un petit moment parce que, en fait, j'en ai fait partie pendant des années de mastermind et tout ça. J'ai dépensé quand même plus de 100 000 €, plus de 100 K dans des masterminds, donc c'est pas rien. Et en Ouais. fait, même dans des coachings et tout ça, et ça fait un moment que je le fais plus. Donc moi, j'organise, tu vois, mon propre mastermind avec des amis entrepreneurs et tout ça, mais finalement, je m'isole presque un petit peu parce que j'en ai tellement fait qu'il y a eu un moment où je suis bon, c'est bon, tu vois, je sais Ça à y peu près est. ce qui s'y passe, ça va. Et en fait, je pense que c'est une erreur parce que je me rends compte que il y a des choses sur lesquelles je stagne, il y a des choses sur lesquelles, tu vois, j'ai moins d'évolution ou de prise de conscience ou des choses qui reviennent, tu vois. Et j'en discutais avec mon conjoint, il me disait, mais en fait, c'est aussi que tu te fais plus accompagner toi. Et en fait, c'est très juste, c'est très juste parce que je me suis rendu compte que, donc avant, j'avais une boîte de formation en reconversion. Et c'est marrant parce que j'avais pas du coup de problème à être accompagnée sur la partie business, tu vois. Et je me suis rendu compte, je te fais mon moment psy, c'est que c'est qu'en fait, depuis que je suis moi-même dans l'accompagnement business pour mes clientes, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de je suis pas censée être moi-même accompagnée là-dessus puisque je sais faire, puisque je l'enseigne, etc. Et comme une forme limite de gêne ou de honte si moi j'étais accompagnée. Tu vois, je l'avais pas formalisé à la base, mais là je me rends compte, ce qui est débile, parce qu'en fait, de toute Bien façon, sûr. quand c'est ton propre business, t'as jamais les yeux complètement en face des trous, puisqu'il y a les biais que tu as toi-même, et qu'en plus, il y a tellement de gens qui pourraient m'apporter tellement de choses sur plein de sujets, que je me suis rendu compte que c'était stupide, mais ça part de « Ah ouais, mais je suis pas censée avoir besoin ». Donc c'était assez inconscient, mais là, je l'ai conscientisé. Et donc du coup, j'ai envie de reprendre aussi des choses là-dedans. Là, j'ai un gros projet perso qui m'occupe, je peux pas encore le spoiler dans cette interview, mais peut-être que bientôt je pourrai le faire. Donc c'est vrai que depuis 2-3 mois, je suis très très focus sur ce projet perso. Mais après, voilà, je pense que ça reprendra parce que tu vois, à chaque fois que j'investis dans des masterminds, dans des coachings, etc., ça m'a toujours apporté des choses. Parfois, il y en a qui apportent moins que d'autres, mais moi, je me dis, en fait, quand j'investis dans quelque chose, même si il y a, allez, que 10% de ce que j'y fais qui m'apporte quelque chose, en fait, ces 10%, ils peuvent avoir un impact énorme, vraiment un impact énorme. J'ai donné un exemple, le premier mastermind que j'ai fait sur 1 an. Je vais à la première rencontre. Alors, j'investis quand même 25 000 €, sachant que mon business en faisait 80 000, tu vois, donc c'est quand même un pari audacieux. Un beau ratio, ouais. Voilà. Et première rencontre, du coup, j'arrive, je suis un peu gênée, je me dis, oh là là, Ouais. mais moi, je vais être la plus petite de la pièce et machin. Normalement, c'était à partir de Ouais. 100 000. Et en fait, cette première rencontre, eh bien, je rencontre quelqu'un qui va devenir ensuite mon associé. Qui était un entrepreneur multimillionnaire, investisseur, enfin vraiment un profil de dingue qui était dans ce mastermind pour justement pouvoir éventuellement repérer un ou plusieurs business avec lesquels en fait s'associer. Alors il m'avait déjà vu dans une interview chez Antoine BM, donc il m'avait déjà repéré, donc c'est marrant. Mais il se trouve qu'on se rencontre là-bas et en fait on s'est Ouais. associés après et pour moi ça a été un game changer dans mon aventure entrepreneuriale après, tu vois, sur Postadem. Et c'est fou parce que en soi c'est juste une rencontre grâce à ça qui a changé la donne après, tu vois. Et c'est pareil parfois dans des programmes, dans les coachings et tout, parfois il suffit de la petite pépite, le petit truc qui va changer la donne. Et donc pour moi, quand on cherche effectivement à développer un business, c'est indispensable de se faire accompagner. Et donc je ne déroge pas à la règle et donc je vais m'y remettre. Mais bon, en tout cas sur 8 ans Go. d'entrepreneuriat, ça fait que 1 an ou 2 que je le fais plus, donc c'est quand même la minorité du temps, quoi. Donc Ouais, mais du coup, voilà, tu le sens, quoi. C'est c'est hyper ça. intéressant ce que tu partages parce que donc ça a été quelque chose de naturel, tu l'as fait et même tu l'as Ouais, fait tôt et à un niveau enfin et «cher» entre guillemets par rapport au ratio de ce que tu avais. C'était quelque chose de naturel et finalement, je pense que et dans, la notion d'empire minded, c'est aussi un point qui revient très souvent, c'est que quand tu as envie de garder cet, esprit justement empire minded, d'évolution, de grandir et je sais que ça n'a rien à voir avec la Dolce Vita. Je sais que je m'étais fait la réflexion à certains moments en me disant: je sais pas, est-ce que Dolce Vita, c'est pas juste faire petit, tu vois? Et en fait, non, je pense pas. Je pense que justement, dans ce que tu partages, c'est accepter de voir grand, mais par contre, avec mes conditions et ma manière de faire les choses, c'est bien ça? Ouais, c'est complètement Ouais. ça. En fait, l'idée, c'est que le but d'un business, pour moi, c'est d'être durable, tu vois? Mmh. Et j'ai vraiment pas mal d'exemples autour de moi, d'entrepreneurs qui sont partis en mode, justement, «Je vais bâtir mon empire, je vais scaler à fond, je vais faire des trucs de fou, j'ai plein de projets et je vais être la Ouais. number one et machin». Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, tu sais, c'est un peu comme la course, quoi. Si alors je dis ça, je cours pas, hein. Moi, je suis plus team yoga, tu vois? Mais tu vois le principe? C'est que tu commences ta course, j'en ai fait quand même au lycée de la course, attention, ça C'est bon, remonte. t'as le droit d'utiliser la métaphore. Voilà, on a tout compris. Mais si tu commences à fond, en fait, ta course, tu vas pas la finir et elle va être toute Mmh. crade, tu vois, à la fin de ta course. Tu vas pas aller au bout. Et moi, je me dis la même chose, en fait, dans le Mmh. business, mais dans tout. C'est que si tu commences, alors tout feu, tout flamme, bien sûr qu'on est dans le business, on est passionné par ce qu'on fait, d'accord. Mais
il y a quand même un truc de on cherche à durer longtemps, tu vois? Quelque chose qui dit: «Oui, c'est pas un sprint, c'est un marathon et machin». Bah, c'est assez vrai, en fait. C'est que si tu pars tout de suite, trop fort, tu peux quand même te griller et après une fois que tu es grillé, en général, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est vrai que ça la Dolce Vita n'empêche pas, d'avoir un gros business, tu vois? Alors après, on a chacun a sa définition de gros business, mais tu prends Ouais. Postadem, c'est quand même un business que j'ai bien développé. Alors j'étais pas multimillions par an, tu vois? Mais j'ai quand même bien développé. C'était vraiment une très, très belle aventure et je Ouais. pensais pas forcément l'amener, aussi loin, tu vois? Quoi qu'à un moment, si, j'étais repartie en mode: «Ah, de toute façon, je vais faire des millions». Bon, je n'ai pas fait, des millions et des millions, mais en tout cas, j'ai quand même fait suffisamment d'argent pour, me payer des expériences incroyables, me verser une belle rémunération. En plus, j'ai vendu l'entreprise, donc ça m'a permis quand même d'avoir un bel apport et quand même pas mal de cash et donc d'être tranquille pour un moment, tu vois? Donc Mmh. tout ça mis bout à bout, quelque part, j'ai eu des très chouettes résultats, et je l'ai fait sans avoir à me cramer pour ça. Alors probablement que si je m'étais dit: «Bah, allez, je m'en fiche de me cramer, je donne 10 fois plus et tout ça, probablement que j'aurais eu plus de résultats. Pas forcément 10 fois plus, parce que c'est pas parce que j'aurais bossé 10 Ouais. fois plus, j'aurais eu 10 fois plus de résultats, mais j'en aurais quand même probablement eu plus sur certaines choses. Mais à quel prix? Et est-ce que du coup, ça aurait vraiment valu la peine? Et tu vois, le fait que l'entreprise soit revendable, c'est aussi parce que l'entreprise ne dépendait pas de moi. Parce que si tu as une entreprise qui dépend de ton moindre fait et geste parce que tes pieds et poings liés au truc, en fait, elle n'a aucune valeur. Donc, tu vois, c'est aussi où est-ce que je cherche à créer de la valeur de façon durable et Ouais. qu'est-ce qui correspond aussi à ma vision, quoi. Exactement. Et la notion de durabilité, pour moi, elle est importante. Et dans la notion d'empire dont je parle, il y a ce point-là aussi. S'assurer que Mm. ça soit durable. Et en fait, l'empire, si la structure, en fait, elle tient pas ou t'as pas de fondation, t'as pas un empire, en fait. Hein. T'as juste des petites Ouais. choses un petit peu à droite, à gauche, mais qui finalement sont pas structurées sur quelque chose qui dure et qui est même un petit peu systémique, quoi, qui crée quelque chose qui devient beaucoup plus fluide sur le long terme. Je parle beaucoup de standards et de non négociables sur ça aussi. Et ça Mm. permet de rebondir évidemment sur la thématique du podcast, c'est la notion d'identité. Est-ce que Ouais. déjà, toi, c'est une thématique qui te parle, la notion d'identité? Oui, ça me parle. Ouais, ouais, ça me parle. Alors pareil, il faudrait voir la définition exacte que tu en donnes et cetera, mais je vois quand même globalement ton approche. Oui et en fait, pour te dire, le moment où ça m'a le plus parlé, cette notion d'identité, c'est quand j'ai, décidé d'arrêter, Postadem, où en fait, je me Mmh. suis rendu compte que je ne savais pas quelle était mon identité, en tout cas professionnelle, si tu veux, après ça. Parce qu'en fait, depuis que j'étais entrepreneur, j'étais Charlotte de Postadem. Alors toi, tu m'as pas connue à cette Mmh. époque-là, mais c'est vrai que du coup, c'était ça mon identité, c'était signé partout, Ouais. les gens me connaissaient pour ça. Et pour le coup, il y a quand même pas mal de gens qui me connaissaient dans le secteur, tu vois, c'est marrant, mais je me faisais reconnaître à des événements, dans la rue, même dans le métro, enfin, tu vois, des trucs vraiment improbables, quoi. Et donc, j'avais vraiment cette identité où je me suis dit, mais en fait, si j'arrête Postadem, parce que moi, je savais que je voulais arrêter et faire autre chose, mais si j'arrête, en fait, je suis qui? Du coup, je me retrouve, en plus, mon nom de famille, je le donnais pas beaucoup, tu vois. Donc, j'étais, bon, je Mmh. suis Charlotte Apieto, d'accord, mais elle fait quoi, Charlotte Apieto? Enfin, tu vois, il y avait un peu un truc flou là-dessus. Et c'est là que je Ouais. me suis dit, OK, en fait, c'est de réinventer mon identité. Parce que si je suis plus celle-ci, qui je suis? De quoi je parle? Qu'est-ce qui est associé à moi? Et il y avait une peur, en fait, de perdre ça. Tu vois, ou même l'identité, par exemple. Du coup, j'étais dans des masterminds parce que j'avais Postadem. Mais du coup, Mmh. le mastermind allait arriver à sa fin. Moi, j'allais vendre la boîte et tout. Donc, j'avais plus vraiment ma place ni l'envie d'y être. Mais du coup, je me disais, mais mince, en fait, si je suis plus Charlotte de Postadem, je perds aussi mon identité où j'ai ce réseau, où je fais partie de ce genre de club un peu select, Ouais. tu vois. Donc, Ouais. qu'est-ce qui se passe en fait après ça? Voilà, donc à ce moment-là, la notion d'identité m'a particulièrement parlé, effectivement. Elle t'a beaucoup parlé. Et Ouais. cette notion d'identité, elle est globale sur chaque moment de notre vie, tu vois? Même j'imagine quand tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat, C'est pareil, on clair. a des changements d'identité, de: «Attends, mais comment est-ce que je fais?» Il y a plein de choses d'ailleurs quand on démarre l'entrepreneuriat, qu'on a été, pendant plusieurs années dans le salariat, qui nous ramènent à ça et où il y a des Mm. changements dans notre identité à faire et à mettre en place et en fait, très souvent, elle est forcée d'être changée dans des grands moments. Moi, j'aime bien l'utiliser justement à l'inverse, au lieu d'attendre que, tu vendes ta boîte et que tu dises: «Attends, mais quelle est l'identité que je vais avoir maintenant?» C'est plutôt d'aller le faire en amont, avant qu'il y ait un grand changement, avant que moi, le dernier grand changement que j'ai eu, c'est justement au moment de lancer ma boîte, changement d'identité qui a été un peu forcé par un licenciement. C'était un peu poussé, un peu forcé, ce changement d'identité-là. Alors qu'encore avant, j'ai fait le choix de me dire, je vais avoir l'identité d'être investisseuse, donc je vais mettre en place X, Y, Z, et c'était volontaire. En fait, c'est deux changements et chiffres d'identité. Il y en a un qui peut paraître plus simple parce qu'il est un peu obligatoire, il est toujours présent. Et il y en a un autre qui va demander un petit peu plus de force
de réflexion, de prendre sur soi, de sortir de sa zone de confort, etc. Davantage parce que tu l'as choisi. Et du coup, moi, je parle davantage de ce deuxième-là, celui que tu choisis, celui Ouais. où vraiment, c'est toi qui te dis, bah là, ça y est, là, je choisis que c'est le moment et j'attends pas qu'il y ait quelque chose qui m'arrive. Mmh. J'attends pas qu'il y ait une vente, qu'il y ait un licenciement, qu'il y ait une rupture, qu'il y ait un déménagement. J'attends pas qu'il y ait un changement extérieur. Et je Mmh. choisis à partir de maintenant que, ben, pour certaines femmes là, qui ont des business qui fonctionnent et qui ont envie de le faire grandir encore plus, ben, je choisis aujourd'hui d'être empire-minded et de viser ça. Ou je choisis d'avoir un business qui va plus être en difficulté chaque fin d'année parce que ben, je sais pas vraiment sur quoi j'investis. Mais justement, d'avoir la posture de je gère un business clairement et à chaque fin d'année, je veux qu'il soit rentable, qu'il me ramène du bénéfice fluide sans que j'ai à me poser de questions, sans que j'ai à ne pas partir en vacances ou ne pas faire X ou ne pas faire Y. Et je pense que ça, c'est un point dont on ne parle pas tout le temps, cette notion de choix d'identité. Très souvent, c'est oui, j'ai shifté d'identité quand il s'est passé ci ou quand il s'est passé ça. Mais le Mmh. choix de ton identité, c'est moins le cas. Ouais, complètement. Mais tu vois, quand, justement, je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire, après Postadem?» Mm. C'était ça aussi, c'est quelle part de moi aussi je vais exploiter? Parce qu'on a Ouais, plein de facettes possibles, donc les à laquelle j'ai envie de faire de la place et laquelle j'ai envie de mettre en lumière, tu vois? Et je pense qu'il y a exactement. aussi d'ailleurs l'identité, d'être aussi OK avec, qui on n'est pas. Je te dis ça parce qu'en fait, quand, justement j'étais un peu dans ce milieu, business, investissement, machin, à haut niveau et tout ça, il y a aussi des identités que je forçais. Mm. Exemple, tu vois, tu parlais d'investissement, et bien, en fait, je me disais: «Ah bah, tout le monde fait de l'investissement IMO autour de moi, donc moi aussi, je vais être une investisseur et tout Ouais, ça parce que c'est stylé». Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, bon, à la dure, du coup, mais que, c'était pas moi. C'était ouais. absolument pas moi. Je dis à la dure parce qu'en fait, j'ai fait un achat immobilier parce que je me disais: «Bah, en fait, je suis à la traîne, tout le monde fait ça, c'est normal et machin». En fait, c'est un mauvais achat immobilier, ça me génère beaucoup plus de stress et de charge mentale que ce que Ouais. j'aurais imaginé. C'est le truc qui me voilà, donc c'est vraiment vraiment pire décision, en fait, cet achat immobilier, pire décision. Mm. Et tu vois, j'ai pris cette décision. En fait, il y a pas d'autres décisions dans ma vie que je regrette. Celle-ci, c'est la décision que je regrette. Elle me coûte très cher. Enfin, vraiment l'énormissime erreur. Et en fait, je me dis: «Ben, pourquoi est-ce que je me retrouve, à regretter cette décision?» C'est parce que je l'ai prise en essayant de faire semblant d'avoir une identité parce que alors ça partait pas Ouais. de: «Je veux me la péter», ça part de: «Tout le monde me dit que c'est important de le faire, c'est la norme pour tous les gens qui m'entourent, donc bah, moi aussi je vais aller vers ça». Et puis il faut sortir de sa zone de confort, même quand ça nous fait peur et machin. Enfin, tu sais, un peu ce Ouais. genre de discours. Et du coup, bah, j'ai fait quelque chose que je ne sentais pas. Ouais. Et j'en paye encore les pots cassés, tu vois, après coup. Donc, c'est assez intéressant parce Après que combien de temps? Ça fait combien de temps que tu l'as acheté? de toute façon, j'en ai pour 25 ans, hein, maintenant, parce que je suis endettée sur 25 ans sur ce truc-là. Bah, là, ça fait 4 ans, tu vois, cet achat. Non, mais tu peux le revendre avant. Bah, non, Je je peux rigole. pas parce que, ben, j'aimerais bien, mais en Merde. fait, ça me coûterait beaucoup plus cher de le revendre. Donc en fait, j'ai encore Oh mon plus Dieu. à perdre à le vendre. Enfin, vraiment le truc dont Ouais, j'arrive vraiment, pas à me c'est sortir, tu vois? C'est vraiment, l'horreur, ce truc-là. C'est le seul truc qui me fait faire des nuits blanches. C'est-à-dire que vraiment, j'ai jamais fait de nuit blanche pour le business. Ça, c'est un truc qui me génère enfin, je vois un psy sur le sujet et tout, je le vis on extrêmement mal, tu vois? mais oui, mais on en revient sur c'était pas en lien enfin, ça n'avait pas de sens, en fait, pour toi au Exactement. moment où tu l'as fait. C'est ça. C'est vraiment forcer l'identité parce que Ouais. je veux être quelqu'un qui, tu vois? Et ben, j'en paye le prix fort, en fait, après. Alors que les moments où, à l'inverse, je suis pleinement dans, bah, qui je suis, qui j'ai envie d'être et cetera. Par exemple, quand j'ai fait le choix de, me dire: «Bah, en fait, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'arrêter une boîte», alors que c'est ça qui aujourd'hui, bah, me rapporte de l'argent, qui me permet d'avoir mon statut et cetera. Là, c'était aligné même si c'était, un très, très gros challenge. Et du coup, ça a été un choix, qui a porté ses Fluide. fruits, qui Mmh. heureusement m'a bien plus enrichi que ce que l'appartement m'a fait perdre d'argent. Mais bon, je me serais quand même bien passé de l'appartement tant qu'à faire, tu vois? On aime gagner, mais on n'aime pas perdre, hein, quand même, hein. C'est, voilà. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je vois que j'ai une vraie aversion à la perte, et je pense que c'est quelque chose qui peut me freiner aussi sur certaines choses. Tu vois, il y avait des investissements que je songeais à faire, notamment avec l'argent de la cession de Postadem, et que j'ai décidé in fine de ne pas faire, Mmh. justement par aversion au risque, tu vois? Donc moi, j'aurais Ouais. éventuellement un truc à bosser là-dessus. Après, alors voilà, le projet perso que je peux pas spoiler pour l'instant, va peut-être donner raison au fait que je n'ai pas fait des investissements parce qu'il va servir à Ouais. ça. Mais il n'empêche que, voilà, tu vois, les moments où j'ai fait quelque chose qui me correspondait vraiment, ça a porté ses fruits. Mmh. Et cet exemple où j'ai fait un truc avec lequel, en fait, en réalité, j'étais pas du tout en phase, mais parce qu'il fallait le faire, et ben, en fait, ça crée des problèmes. Donc, Ouais. je pense que c'est aussi savoir accepter qui on n'est pas, en fait, même si c'est moins stylé sur le papier.
Totalement, totalement. Je parle beaucoup de l'identité profonde. Je sais que une thématique que j'utilise, que tu utilises aussi avec la zone de génie. Oui, C'est-à-dire que ton identité profonde, elle n'est pas comme n'importe quelle autre femme entrepreneur. L'identité profonde, c'est pas une identité profonde, justement, empire-minded qui est brandée et tout le monde fait la même chose. C'est justement en lien avec toi, en lien oui, avec ce qui est important pour toi, en lien avec ce que tu fais. Et la notion d'assumer, elle est tellement importante. Assumer magnifique, ce que je veux, oui, certes. Assumer ce que je veux pas. Et en dessous, parce que du coup, ça, c'est ce que je c'est montre, clair. qu'est-ce que je veux pas. Mais en dessous, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est puissant pour moi, qu'est-ce qui me stimule et qu'est-ce qui me Mmh. freine, qu'est-ce qui me draine, qu'est-ce que j'aime pas. Et tant qu'on n'a pas ces 4 points-là au clair de qu'est-ce que je veux pas, et en vrai, ça, c'est un peu la Dolce Vita, hein, qu'est-ce Mmh. que je veux dans la Dolce Vita et qu'est-ce que je veux pas pour justement ne pas impacter la Dolce Vita, mais aussi ce qu'il y a en dessous. Et je pense que c'est ce, cet équilibre qui parfois peut manquer, Ouais, et aussi l'entourage, comme tu l'as dit. À force c'est d'être clair. entouré de personnes qui font tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, on finit par s'imaginer que nous, on est pareil. Donc, il y a un peu ce côté de, oui, entoure-toi de personnes qui font des choses que tu as envie de faire, etc. Mais aussi, moi, j'aime ouvrir un peu. Entoure-toi de C'est ces clair. personnes-là, bien sûr, mais va aussi t'intéresser à d'autres typologies de personnes, à d'autres artistes, à d'autres personnes. J'aime bien dire aussi quand on est entrepreneur, et je sais qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui écouteront le podcast et peut-être quelques salariés, mais j'aime bien dire, allez parler avec des gens qui sont salariés. Allez Ouais. challenger aussi un petit peu parce qu'ils ont un tout autre. On a d'ailleurs, puisque j'ai été salarié aussi, on a un tout autre, une toute autre perception du monde, de la vie, de l'achat, et ça peut être hyper intéressant parce que parfois quand on C'est reste clair. entre nous, entre personnes qui font les mêmes choses, en fait on perd en créativité, on perd en perception, et toutes tes perceptions dans le monde de toute façon, tout ce que tu Ouais. regardes, c'est toi tu le regardes avec tes yeux à toi et c'est tout. Et quand on a un business, encore plus un business qui grandit, un business qui génère, quand on a de l'argent qui rentre, de l'argent qu'on perd aussi, parce qu'on peut se tromper sur certains investissements. Je Mmh. pense que ça fait partie du game, hein, de toute façon. Toi, tu parles de l'investissement, mais il y a d'autres pertes, je suis certaine, dont on se souvient plus parce qu'elles sont plus minimes. Mais ça Mmh. fait partie du game de se tromper sur un investissement, de tenter une formation. Et là où, par contre, je ramène, enfin, j'ai fait des investissements où j'étais pas très contente de la formation ou de l'accompagnement ou du contenu. Mais on a toujours quelque chose à en trouver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait un investissement, vous avez toujours quelque chose à prendre. Ça ne veut pas dire que c'est pour ce pourquoi vous êtes venu le prendre, enfin l'attente que vous aviez peut-être, C'est clair. mais vous avez toujours quelque chose à y gagner. Et après, par contre, vous pouvez être déçu, en effet, c'est OK. Et par contre, si on est déçu, c'est là où c'est intéressant, justement, de se dire, OK, qu'est-ce qui fait que je suis déçue? Quelle était mon attente par rapport à ça? Peut-être qu'en effet, la personne n'était pas à la hauteur de ce que je voulais, mais du coup, ça me donne des informations. Et c'est un peu ce que Mmh. tu disais, revenir à soi. Il faut que ça ait du sens pour moi. Il faut que je comprenne par rapport à moi ce qui s'y passe. Et je pense que comme ça, encore une fois, je reviens à la notion de on crée un empire, on a des choses différentes, que ça soit de l'investissement, que ce soit d'autres leviers, que ça soit, je sais pas moi, créer une fondation, peu importe. Euh, on a besoin d'avoir ce retour à soi. Parce que justement, il va y avoir plein de choses, plein de priorités, plein d'urgences, plein de thématiques. Il y a des choses qui vont revenir. Et si on n'a pas cette posture-là et cette identité-là claire sur je sais que je reviens à moi et je sais que je vais faire des choix qui ont du sens, Mmh. en fait, ça nous enlève ce premier filtre qui est en fait un filtre hyper utile dans le Ouais. monde du business ou même finalement dans le monde en général de la prise de décision. Quoi. Prendre une Mmh. décision si on n'a pas ce filtre du sens, ça diminue un petit peu ce point-là. Ouais, tout à fait. Euh, autre point sur l'identité où j'ai envie d'avoir Mmh. ton retour. En lien avec justement ton lifestyle, le fait de travailler peu chaque jour et t'assurer d'avoir d'autres choses sur lesquelles tu peux lire ou tu peux faire d'autres hobbies parce que je sais que beaucoup de gens pensent empire veut dire je travaille de 5 heures du matin parce que empire veut dire morning Bah routine oui. de 5 heures du matin à 23 heures et non-stop et toujours. Je ne pense pas. Justement, pour moi, c'est pas quelque chose qui dure. Et d'ailleurs, les gens qui font ça, très souvent, en fait, soit ils sont malheureux, soit derrière, bah, il y a des difficultés de burn-out ou de baisse de régime. Là où moi, je suis davantage sur quelque chose qui va être sustainable, écologique pour nous et qui va nous permettre de suivre. Dans ton écosystème, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des... justement, c'est un peu la même notion des standards que tu vas mettre, qui vont t'assurer de te reconnecter à cette identité Dolce Vita que tu as et que tu incarnes et que tu transmets aussi. Est-ce qu'il y a des standards que tu mets? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Et là, j'ai envie qu'on parle vraiment à celles qui ont déjà un business qui fonctionne, qui tourne et qui peut-être se sentent pas tout à fait légitimes à avoir ce lifestyle que tu proposes.
Ouais. Bah, écoute, déjà, en fait, à la base, tu vois, ça me revient, mais j'assumais pas forcément ça au début, tu vois? C'est-à-dire Mmh. que comme j'entendais dans mon entourage, business que, bah, les gens travaillaient énormément et cetera, notamment, je me souviens les rencontres, mastermind du mois de septembre, septembre-octobre, il y en a où leur victoire, c'était d'avoir réussi à prendre une semaine de vacances l'été. Moi, je revenais de 6 semaines de vacances, tu vois? Donc je me disais: «Il y a un truc quand même, un peu bizarre», et je me disais, en fait, j'avais la crainte pendant longtemps que le fait que je sois un peu feignasse, tu vois, je me considère un peu feignasse par Mmh. rapport aux autres, à un moment j'en paye le prix ou que ce soit mal vu, tu vois. Donc c'était pas forcément dit et assumé à la base. Et puis à force, je me suis rendu compte que c'était l'inverse, c'était plutôt que les gens venaient me voir en me disant mais comment tu fais pour bah, pour prendre des vacances, pour avoir ce rythme-là, tu vois, même les semaines par exemple de séminaire, il y en a plein qui avaient du boulot à faire, tu vois, vite fait avant les temps qu'on avait ensemble, ça. Moi, non, ma semaine, il y avait rien d'autre à faire que être présente au séminaire, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est en voyant que les autres enfin les autres, que d'autres, hein, pas tout le monde, mais me posaient la question de comment je faisais, où je me suis dit, ah, mais en fait, ça a de la valeur et ça intéresse des gens, donc finalement, c'est peut-être pas un mal, mais peut-être Mmh. que c'est un truc positif, et donc je peux peut-être assumer bah, que ça fait partie de moi, tu vois. Mmh. Mais j'ai oublié ta question. C'était quoi la question sur les standards? Ma question, oui, c'était quels sont les standards pour que tu puisses avoir ce lifestyle-là pour les Oui, femmes qui n'osent pas justement, qui n'assumeraient pas, qui se sentent pas légitimes de ouais, le ouais. montrer en fait, de s'autoriser? Oui, oui, bah, je pense qu'en fait, déjà, il y a, d'être clair sur le pourquoi on veut ça. Parce que déjà, quand tu sais Ouais. avec toi-même pourquoi tu le veux, ça change tout, tu vois? Donc il y a déjà avec toi, quel est le sens que tu trouves, là-dedans, tu vois? Est-ce que c'est pour, prendre soin de toi? Est-ce que c'est parce que tu sens que ça respecte mieux ton énergie? Est-ce que c'est parce que tu as d'autres projets, d'autres envies, tu vois? Niveau Mmh. perso et cetera. Ensuite, c'est aussi je sais pas si c'est ce que tu entends par standard, mais, de l'assumer aussi auprès des autres parce que, tu vois, je pense par Ouais. exemple au couple, si tu es avec quelqu'un qui ben, du coup, te reproche un peu si tu bosses moins ou que en plus, comme tu bosses souvent chez toi, quand dans nos secteurs et ben, Ouais. bah, du coup, occupe-toi peut-être de ce qu'il y a à faire à la maison. Tu vois, ça peut aussi créer ça, donc il faut dans l'entourage que ce soit compris, donc de vraiment, communiquer clairement là-dessus et poser, en fait, ce cadre-là, si c'est ce qu'on veut, tu Exactement. vois? Ouais. Donc il va y avoir ce sujet-là. Ensuite, c'est aussi avec, les clients, avec les prospects, tu vois? De dire, clairement quand on est là, quand on n'est pas là, donc de savoir organiser ça. Et ensuite, standard, c'est aussi avec soi-même, tu vois? C'est-à-dire que moi, quand il y a quelque chose qui est pas OK, mais je me dis: «Ah, mais je devrais le faire pour X ou Y raison», bah, en fait, je me dis: «Ben, ouais, mais non, parce que là, tu te respectes pas et ce truc-là n'est pas OK». Donc ça, j'ai vraiment pris l'habitude de le faire. Ça peut arriver que j'y déroge dans certains cas vraiment très spécifiques, mais on va dire que, 95 du temps, si, ce n'est pas OK, en fait, bah, je le fais pas, je l'assume pleinement et cetera. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup et c'est aussi d'accepter le revers de la médaille parce que si tu n'es pas tout le temps dispo pour tout le monde, bien sûr qu'il va y avoir un revers de la médaille d'une certaine façon. Tu vois, il y en a à qui ça va pas convenir, il y en a Bien ouais, sûr. ça fait partie du truc, donc il faut aussi accepter ça. Mais Il l'inverse faut sera vrai aussi, hein. Si tu dis oui, oui à tout, au bout d'un moment, tu as quand même les tout revers à de la fait, médaille. Donc, c'est ça, complètement. choisissez le non et Ouais. choisissez les revers de la médaille de là où vous dites oui à vous quand même. C'est clair. Non, mais c'est ça, en Mais fait, c'est dans vrai, tu as n'importe quelle, raison. situation, tu auras les bénéfices, les inconvénients. Donc en fait, autant choisir les bénéfices qui te conviennent. Bien sûr que c'est Mmh. pas, bien sûr que dans un monde idéal, j'aurais à la fois, mon rythme, qui me convient et je répondrai à tout le monde dans la minute et machin. Oui, dans un monde idéal, il y a ça. On n'est pas Ouais. dans un monde idéal, donc il y a des choix à faire. Donc je pense que c'est accepter que, bah, il puisse y avoir des gens à qui ça convienne pas, même si c'est pas agréable, on va pas se mentir. Mais C'est ça aussi passe par accepter, l'affirmation, ça. Il faut ouais. s'affirmer aussi, je pense. Et beaucoup de femmes que j'accompagne aujourd'hui, et notamment en partie celles qui sont déjà avancées, certaines ont justement peur de ne pas s'affirmer parce qu'elles ont peur de casser ce qu'elles ont déjà mis en place. Mmh. Mais je ne crois pas que ça mette ça en impact, enfin en porte-à-faux. Je pense que c'est Mmh. l'inverse, justement. Ça va te Mmh. permettre de le consolider à partir du moment où tu vas t'affirmer et être plus clair et tu vas aider les autres. C'est ce que tu disais la dernière fois aussi dans un de tes coachings. Tu Ouais. disais que ça aide aussi les Ouais, autres, ce que toi, c'est ça. les cadres que toi tu te mets. Ouais, ouais, complètement. Je pense qu'en fait, si c'est bien amené, ça va être vertueux, mais tu auras quand Mmh. même toujours des gens que ça va déranger. Bien sûr. Mais l'idée, c'est quand même, tu vois, que, tu vois, je vais te donner un exemple, bon, bah, tu le sais, mais, dans l'accompagnement que je fais, je mets un cadre, en fait, tu vois? C'est-à-dire que, Mmh. par exemple, il y a un des formats où c'est des analyses business asynchrones et en fait, je mets un cadre, c'est tout bête, mais le cadre, c'est quoi? C'est qu'il y a des dates spécifiques, il y a pas de questions, en dehors, et ensuite, quand on participe à ces sessions-là d'analyse, eh bien, il y a un nombre pour poser l'analyse, la question, la problématique, un nombre de caractères max à respecter. Tu vois, c'est un exemple que je donne. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que
chacun peut le faire quand ça l'arrange. Le faire, parce qu'on avait eu ça une fois, c'est ah ben là ça fonctionne pas, du coup je passe par mail. Donc ok, j'envoie ma problématique par mail, sauf que du coup c'est une tartine où on n'arrive pas à voir où est la priorité. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait ça part dans tous les sens. Et ça part pas d'une mauvaise intention, c'est pas que les clients font pas bien, c'est juste que c'est normal parce qu'il y a l'espace pour le faire et c'est complètement normal. Mais du coup, si on veut poser le cadre, c'est en fait pour participer, c'est ça les conditions. Donc de l'expliquer clairement, mettre le cadre là-dessus. Et comment est-ce que ça sert les clients? Moi je le vois, c'est que en mettant le cadre sur la façon de poser les problématiques, d'amener les sujets, etc., ça permet à mes clientes de poser des questions qui sont pertinentes, qui sont carrées, et donc d'avoir une meilleure réponse de ma part. Parce que si la question n'est pas bien posée, n'est pas claire et part dans tous les sens, moi je peux pas amener une réponse qualitative en fait. Donc en mettant ce cadre-là, ça permet de poser des bonnes questions, donc d'avoir des bonnes réponses, et en fait c'est tout le monde va en bénéficier. Donc peut-être qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire. Je sais que c'est arrivé quelquefois que j'ai des clientes qui me disent ah ouais mais moi quand même j'aimerais pouvoir expliquer plus, j'aimerais ça. Bah ouais mais en fait pour l'immense majorité, déjà ça convient pour la grande majorité, et ensuite si ça convient pas, c'est le jeu. Donc dans ces cas-là, le programme convient pas, ou voilà. Mais c'est d'aller voir comment est-ce que ça peut bénéficier à tout le monde. Et moi je sais qu'il y avait alors là j'ai une plus petite équipe, tu vois, mais dans Postadem j'avais un des je sais pas si c'est leitmotiv, mais le truc important c'était que quoi qu'on fasse, ça doit bénéficier à la fois à l'équipe, aux clients, aux prospects, donc à la communauté qui n'est pas client, qui ne paye pas, et à l'entreprise d'un point de vue financier. Donc, si on se lance dans quelque chose qui ne convient pas à une de ces parties, on ne le fait pas en fait. Parce que si ça convient pas, si par exemple ça bénéficie à l'entreprise financièrement, mais que on va dire, ça impacte négativement les clients ou les prospects, on va pas le faire. Idem, si ça impacte négativement l'équipe, on va pas le faire en fait. À l'inverse, s'il y a un truc qui serait super pour les clients, mais que par contre ça impacte financièrement l'entreprise, c'est pas possible, tu vois. Donc le fait de se dire qu'une décision doit convenir à toutes ces parties-là, et bien sûr à l'entrepreneur lui-même, je ne l'ai pas cité, mais forcément, et ça, je trouve que c'est un bon garde-fou aussi. Et ça fait partie justement de ces standards aussi, tu vois. Oui, exactement. Ouais, complètement, ça se complète. Et pour ramener au sujet de l'identité, ça fait partie de ton identité d'avoir ce cadre-là, en fait. Parce que plus tu vas l'incarner, plus tu vas dire je choisis, et donc de m'affirmer et de placer ce cadre-là, plus en face, les personnes vont vouloir suivre ce cadre et même eux-mêmes se mettre leur propre cadre, etc. Donc, dans tout ce qu'on crée dans notre identité, il y a quand même ce lien de miroir un peu. Ouais. Tout ce qu'on va mettre en place, nous, va quand même impacter aussi sur ce qu'on va recevoir. Dans ce que tu partages, là, il y a un point qui m'a résonné, c'est aussi le fait d'avoir ce cadre-là. Tu vas quand même attirer aussi davantage de personnes qui seront OK avec ce cadre. Alors oui, il y en aura toujours. C'est comme toujours, il y a toujours un pourcentage qui est pas satisfait à 100%, il y a toujours un pourcentage qui continue pas. Bref, il y a toujours ce petit pourcentage qui est pas la majorité. Mais justement, quand on regarde la majorité, on se rend bien compte qu'il est là le miroir. On le ressent. C'est ça, complètement. On termine avec la dernière question du podcast. Allez. Qu'est-ce que, selon toi, une femme empire-minded ne peut plus tolérer? Bonne question. J'ai pas envie de te faire une réponse bateau. Qu'est-ce qu'elle peut pas tolérer? La réponse à la Dolce Vita ou pas? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça en fait. Ce qu'elle peut plus tolérer, c'est, si je vais te répondre ça, c'est de poursuivre justement une vision de la réussite qui n'est pas vraiment la sienne, tu vois. Et c'est super dur d'être au clair sur ce qu'on considère comme vraiment étant la réussite, ne serait-ce que l'exemple que je t'ai donné sur l'immobilier, tu vois. Donc, pour moi, ce qu'elle ne doit plus tolérer, c'est les définitions qui viennent de l'extérieur. C'est du coup le fait de faire en fonction de ce qui est censé être bien, etc., mais de vraiment revenir à elle, ce qu'elle veut, parce que c'est aussi comme ça que tu vas avoir une identité vue de l'extérieur mémorable, parce que ça va être vraiment singulier. C'est comme ça que tu vas faire des choix alignés, c'est comme ça que tu vas être aussi bien meilleur dans ce que tu fais. Parce que quand tu es à côté de la plaque, t'es pas bonne comme moi dans l'immobilier, tu vois. Alors que quand tu fais quelque chose dans lequel tu es... t'es vraiment toi, ça veut pas dire que ça va être facile, ça veut pas dire que tu vas réussir à tous les coups, mais il y a une énergie qui va se dégager de ça qui sera vraiment très très différente. Merveilleuse non-tolérance pour les femmes empire-minded. Merci infiniment pour ton temps, Charlotte. C'était un plaisir de pouvoir échanger ce podcast avec toi. Merci à toi, Marie-Ilona. C'est très, très chouette de pouvoir discuter et tant mieux si ça peut inspirer en tout cas tes auditrices. Totalement. Pour toutes celles qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode en solo avec une experte ou un expert ou avec une femme empire-minded comme Charlotte. Merci beaucoup. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.